Bonjour Arnaud, ravi de te recevoir Bonjour à Georges, nouveau sur Fréquence Populaire. Ça va être la ravi deuxième d'être là. saison, deuxième saison de Ouais, tes analyses. effectivement. Ouais. La première saison, on avait commencé un petit peu, pas au début de l'année, mais là, on commence au début de l'année et il y a énormément d'événements et tu vas pouvoir nous éclairer de tes lumières sur bien tout ce qui se passe en Asie et les chamboulements du monde, en particulier qui nous viennent de Chine. C'est toujours extrêmement intéressant et trop peu connu ici en France, d'où l'intérêt évidemment de cette émission. Alors, je rappelle pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore que tu es entrepreneur, tu es un grand voyageur et tu es aussi un analyste géopolitique, euh, très très suivi sur X entre autres, avec des millions de lecteurs par mois. Tu écris en anglais et tu as également un compte Substack qui marche extrêmement bien avec des analyses très fines. Donc j'invite ceux qui connaissent, qui ont des comptes Substack, d'aller voir ce que fait Arnaud Bertrand. Puis ceux qui n'en ont pas vraiment, ça vaut le coup de s'abonner. C'est très 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 voilà, c'est riche et une vraie information originale et très intelligente. Donc merci beaucoup de consacrer un peu de temps pour nous à Fréquence Populaire. C'est toujours extrêmement intéressant. Et on voudrait revenir avec toi d'abord, Arnaud, sur ce qui s'est passé cet été qui a été très riche, en particulier en Chine, avec ce double événement. Focal mondial à la fin du mois d'août était sur la Chine, avec la tenue du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin et le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon, et avec ce défilé immense dont aurait rêvé Donald Trump. Alors d'abord le sommet de Tianjin, certains ont dit que c'était historique. Est-ce que tu le penses et pourquoi? Euh, oui, c'était un des plus. Déjà, commençons par rappeler un peu ce que c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, parce que c'est assez inconnu, mais ça vaut le coup de savoir un peu ce que c'est quand même, parce que c'est la plus grande organisation régionale du monde. Oui, tu as raison. Ça, ça, ça comprend 46% de la population mondiale, ce qui est pas rien. 24% de la surface terrestre, 65% de l'Eurasie, quand on regarde les 27 pays membres, et près de 40% du PIB mondial. Donc quand ces pays se réunissent, forcément, c'est un événement. Et C'est là, encore plus puissant c'était que les pas... BRICS, non, peut-être? Euh, Ça dépend ce qu'on veut dire par puissance, mais en termes de toutes ces métriques, c'est plus important que les briques, et notamment en question de PIB mondial, c'est un tout petit peu plus haut que les briques. Je crois que les briques, j'avais calculé, font 39,7% du PIB mondial, tandis que l'OCS, c'est 39,8, donc 0,1% de plus. Donc c'est un tout petit peu plus grand. C'est aussi beaucoup plus compacté, parce que c'est vraiment une organisation eurasiatique. Donc il n'y a pas, comme dans les BRICS, le Brésil ou des pays en dehors de l'Eurasie. Euh, et donc pour cette raison-là, on pourrait dire que il y a plus de cohérence et de puissance même, puisque c'est des pays qui, voilà, s'ils agissent ensemble, ça compte vraiment. On se rappelle de la théorie de Mackinder, qui était un géopolitologue anglais, je crois, du 19e ou du début du 20e, qui toute sa grande théorie, c'était que si on contrôlait ce qu'il appelait l'île centrale, qui est l'Eurasie, on contrôlait le monde. Là, on a une organisation qui contrôle, entre guillemets, bien qu'ils sont pas, ils agissent pas forcément de concert surtout, mais qui en tout cas comprend 65% de l'Eurasie. Donc ça compte quand même beaucoup en termes de potentiel, quoi. Ouais. Mackinder, fortement repris par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Ouais. Échiquier, et qui avait la même logique, Ouais. qui tient ce centre, tient le monde.
Voilà, voilà. Ce qui n'a pas été vérifié pour l'instant jusqu'à maintenant, puisque c'était plus des puissances navales qui contrôlaient qui ont contrôlé historiquement le monde, en commençant par les Européens, les Anglais, les Espagnols et tout, qui ont réussi à projeter du pouvoir à travers leur puissance navale. Et on peut même dire que c'est encore le cas des États-Unis aujourd'hui. Mais il y a pas non plus eu de pouvoir qui a contrôlé la majeure partie de l'Eurasie. Donc, en un sens, la théorie de Mackinder n'a pas pu être testée, quoi. Et voilà, et c'est une des questions avec l'ECS, si un jour elle sera effectivement vérifiée, quoi. Et une des raisons aussi pour laquelle ce sommet de Tianjin a fait beaucoup parler, c'était la présence de Modi. Donc il y avait cette image de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Modi ensemble qui discutaient stratégie, ce qui a fait dire à Trump dans c'était pas un tweet, lui il écrit sur son propre réseau social qui s'appelle Truth Social, comme quoi les États-Unis avaient perdu l'Inde, c'est l'expression qu'il a utilisée. We lost India to China and Russia. Donc voilà, évidemment ça aussi ça a fait parler, puisque tu parles du grand échiquier de Brzezinski. Si je me trompe pas, ce qu'il avait dit, c'est que la pire situation stratégique pour les États-Unis, ça serait si il y avait une forme de coalition, d'alliance entre la Chine, la Russie et peut-être l'Iran. C'est ce qu'il disait, je crois, dans son livre. Mais là, en un certain sens, on a peut-être même encore pire, entre guillemets, puisque non seulement l'Iran y est déjà, mais on ajoute l'Inde, quoi. C'est génial, Arnaud, parce que après qu'on soit vu à Paris, cet été j'ai relu le Grand Échiquier. C'est formidable, vraiment. Il faut relire. C'est tellement incroyable. C'est écrit à 30 ans. C'est tellement ce qu'ont fait les États-Unis. Et donc effectivement, tu as une excellente mémoire. Il dit clairement la pire situation pour les États-Unis serait une alliance russo-chinoise et perse. Et même lui n'avait pas imaginé la catastrophe pour les États-Unis d'une alliance forte avec l'Inde. Or, c'est ce qui se passe. Et puis surtout, à cause des tarifs douaniers complètement ridicules qu'a voulu imposer sans y parvenir Donald Trump, et à la Chine et à l'Inde. Et dans ce message dont tu parles, il était vexé. Tu te souviens, il a écrit comme un petit garçon dans une école, et il dit « Et je sais que vous complotez contre les États-Unis. » Ouais, exactement, c'était rigolo. C'est un des gros avantages de Trump. Il dit vraiment ce qui lui passe par la tête, quoi. Donc voilà, mais ça enlève pas. C'est sympa. Ouais. Ça enlève pas le fait que ce soit stratégiquement parlant, géopolitiquement parlant, c'est vrai que c'est effectivement la pire situation possible pour les États-Unis. Bon, évidemment à modérer, puisque l'harmonie n'est quand même pas totale entre l'Inde et la Chine notamment. Pour rappeler, ça faisait des années, par exemple, que plus ou moins tous les rapports avaient été stoppés, et que même les Chinois n'étaient plus autorisés à entrer en Inde, même pour du tourisme. Tous les vols entre les deux pays avaient été arrêtés parce qu'il y avait eu ce clash à la frontière dans l'Himalaya, où il y avait et des soldats indiens et des soldats chinois qui avaient été tués. Et ça avait mis un arrêt total aux relations plus ou moins entre les deux pays. Donc on vient de loin, quoi. Mais le fait que Modi lui-même aille en personne en Chine à ce sommet, et pris des photos où il souriait, à discuter avec Xi Jinping et tout, ça montre que voilà, il y a un réchauffement très clair entre les deux pays. Ils commencent à se reparler, donc voilà, on va du point de vue de la relation, on va dans le bon sens, quoi. Et après, il y a eu ce défilé militaire absolument colossal, avec des présentations d'armes
qui ont été jugées en Occident par certains inquiétantes. Enfin, un peu comme dans tous les domaines, la Chine se développe militairement également, et ils ont frappé fort. D'ailleurs, et c'est peut-être dommage, Donald Trump n'était pas là alors que la Chine et les États-Unis ont lutté ensemble contre le Japon. Et peut-être que Modi aurait pu rester aussi, puisque beaucoup d'Indiens ont combattu sur tous les fronts de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier dans les troupes du Royaume-Uni. Ouais, bah je sais pas s'il était invité. Je sais pas pourquoi il est pas resté. Bon, déjà c'était un geste fort qu'il soit venu à Tianjin, donc fallait peut-être pas trop lui demander non plus. Juste peut-être avant de passer à la parade, peut-être 2 mots sur le résultat concret du sommet de Tianjin, parce qu'ils ont fait ils ont fait une déclaration qui quand même vaut le coup d'être évoquée, où en gros, et ça c'est les 27 pays de l'OCS qui ont signé cette déclaration, dont donc l'Inde, la Russie, la Chine, mais aussi des pays majeurs comme le Pakistan, la plupart des pays d'Asie centrale, comme quoi ils rejetaient en gros l'ordre occidental arbitraire. Ils condamnaient vraiment le caractère arbitraire et unilatéral de ce que fait l'Occident, évidemment les États-Unis en premier, et c'était une vraie défense en fait du droit international et du droit onusien en fait. Ce qu'ils disent, il y a beaucoup de médias occidentaux qui ont présenté ce sommet comme vouloir renverser l'ordre mondial. Mais en fait, c'est tout à fait le contraire quand on regarde. Eux, ils disent non, au contraire, on ne veut pas renverser l'ordre mondial. On veut qu'il soit appliqué à la lettre. On veut que ce qui est écrit dans la Charte des Nations Unies, ça soit appliqué. On veut qu'il y ait des règles, que les règles existantes soient respectées, quoi. Donc tout ce que fait les États-Unis avec leur politique de sanctions unilatérales, les tarifs qui nous mettent sur le dos, qui sont des violations complètes du droit international, de l'OMC et tout ça. On veut que ça s'arrête et qu'on revienne au respect du droit international. Donc c'est ce qu'ils disent. Donc c'est particulièrement malhonnête de présenter ce qu'ils disent comme une forme de tentative de chamboulement de l'ordre international. Parce que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est une restauration de ce pourquoi tous les pays du monde ont signé, en signant la Charte des Nations Unies, en adhérant aux institutions multilatérales, tout ça. Ça vaut quand même le coup que ce soit souligné. Ah, c'est même fondamental. C'est vraiment central. Parce que quand on était au sommet de Kazan des BRICS ou au sommet de Rio des BRICS, c'était l'approche principale de ces pays-là, de dire nous, ce qu'on demande, c'est le respect de la charte de l'ONU, un fonctionnement normal de l'ONU, et une plus grande part accordée à des pays qui sont évidemment plus puissants qu'ils n'étaient en 1945, en particulier l'Inde, le Brésil, des pays africains, et donc plus de droits de tirage au FMI, par exemple, plus de place à la Banque mondiale. Et en fait, ils jouent le jeu des institutions internationales, et c'est moi, si je suis sidéré par la schizophrénie, pas d'autres termes en fait, des analystes ici qui parlent de chamboulement du monde, alors qu'en fait, c'est comme tu le dis, ils ne demandent que le respect. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça va être intéressant de voir les réactions des différents pays de l'OCS et des BRICS, justement à la 80e session de l'ONU qui va s'ouvrir bientôt, et où les Américains n'autorisent pas les Palestiniens de venir, bloquent la délégation brésilienne parce qu'ils sont pas contents qu'ils résistent aux sanctions américaines, et ainsi de suite. On a encore un exemple où c'est l'Occident qui respecte pas les règles.
Ouais. Si tu regardes juste hier, par exemple, il y a eu ce rapport de l'ONU sur Gaza avec où ils ont conclu qu'il y avait un génocide. Donc on est en plein paradoxe. L'ONU créée après la Seconde Guerre mondiale fait un rapport basé sur des lois écrites après l'Holocauste pour en empêcher un second, en disant bah là il y en a un second et basé sur le droit sur lequel on est tous tombés d'accord, et on est en train de les détruire pour dire exactement ce que pour être dans leur rôle en fait. Et quand on regarde les déclarations du gouvernement américain, de différents politiciens aux États-Unis et tout, ils sont en train d'essayer de complètement détruire l'ONU, de les décrédibiliser et tout, pour en fait faire exactement ce pourquoi ils ont été créés. Donc oui, c'est un paradoxe complet. Et c'est aussi pour ça que la stratégie de la Chine et puis du Sud global en général est si intelligente, parce qu'ils se positionnent à ce moment-là non pas comme une forme de révolution qui veut tout chambouler, ce qui ferait peur, parce qu'on sauterait dans l'inconnu à ce moment-là, mais au contraire comme étant meilleur garant du système tel qu'il a été conçu que les pays occidentaux qui ne respectent plus du tout ce qui a été écrit, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le positionnement stratégique. C'est un peu comme un move de kung-fu, si tu veux. Tu utilises la force de l'adversaire, qui sont les institutions multilatérales qui ont été en fait principalement créées par les pays occidentaux. Et donc tu utilises ça pour dire en fait c'est nous qui respectons ça beaucoup mieux que vous. Donc elle est où la légitimité, quoi? Entre autres pour les sanctions, comme tu l'as dit, ce sommet de Tianjin, ils à nouveau, alors c'était déjà fait à tous les sommets des BRICS, mais là à nouveau ils ont dit ils ne veulent plus d'un monde où l'Occident prend des sanctions unilatérales totalement hors du cadre du droit international, puisque les sanctions économiques ne peuvent être prises légalement en droit international que sur décision de l'ONU. Or là, c'est des rafales de sanctions tout le temps sur l'Iran, l'Inde, la Chine. Enfin, dès qu'un pays, le Brésil évidemment, la Russie, dès qu'un pays dépasse le bout du nez, boum, sanctions. Le reste du monde, à Tianjin, a dit on en a marre. Voilà, donc il parlait des sanctions, il parlait aussi de l'Iran, du bombardement de l'Iran par Israël, aidé par les États-Unis. Bon, les exemples ne manquent pas, hein. Il y a des exemples de deux poids, deux mesures, qui est une expression si on fait une recherche par mot dans la déclaration de Tianjin, deux poids, deux mesures revient souvent. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vous ne respectez pas les règles telles qu'elles sont définies. Le prochain. Alors, oui, une dernière chose sur le sommet de l'OCS, il n'y a pas eu tellement d'aspects sécuritaires, parce que comme tu l'as dit, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, est peu connue. Elle est définie aussi ici un peu comme le pendant de l'OTAN, parce que ça, il y a un aspect sécuritaire, militaire. Il y a des entraînements militaires entre la Chine et la Russie, la Chine, l'Iran et la Russie, qu'il n'y a pas avec les BRICS, qui sont vraiment une organisation plutôt de coopération commerciale et financière, scientifique, culturelle. Là, on a l'aspect sécurité, mais j'ai pas l'impression qu'il a été beaucoup abordé à Tianjin, celui-là. Non, alors l'aspect sécurité est très différent de l'OTAN, en fait, parce qu'il rejette complètement le fait d'avoir une alliance. Les Chinois ne sont dans aucune alliance parce que ils pensent que ça leur apporte, en fait, ça leur apporterait plus de problèmes que de bénéfices, parce que on voit les problèmes qui arrivent avec l'OTAN.
ça les engagerait. Mettons, si on regarde l'OCS par exemple, il y a et la Chine et le Pakistan et l'Inde et le Pakistan dedans qui se tapent toujours dessus l'un de l'autre. Pourquoi est-ce que la Chine devrait intervenir forcément là-dedans, ou la Russie? Enfin, voilà, ça fait de leur point de vue, ça fait pas vraiment sens. Et justement, ils veulent bouger dans un nouveau monde où c'est l'ONU qui un monde où il n'y a pas de bloc militaire. Oui, tu as raison. C'est pas un bloc. Ouais. C'est pas un bloc. Oui, effectivement. Oui. Ouais, exactement. Où c'est l'ONU qui régit les règles, donc ce serait pas fait à travers des alliances, mais fait sur la base du droit international qui fonctionne pas par alliance. Donc c'est le modèle d'alliance militaire va complètement à l'encontre de leur vision, mais ça veut pas dire qu'ils coopèrent pas en termes sécuritaires, mais principalement en termes de sécurité intérieure. Donc les différentes agences des pays les différentes agences domestiques se coordonnent à travers l'OCS pour, je sais pas, bosser sur le contre-terrorisme ou aussi les ingérences étrangères, enfin ce type de sujet, mais pas le côté militaire. Voilà, puisqu'on parle du côté militaire, il y a eu donc je disais, en introduisant un peu trop rapidement, ce formidable défilé militaire, en tout cas esthétiquement formidable. Ici, alors je pense, comme disent les jeunes, Donald Trump a eu le seum parce que lui, il aime bien les défilés militaires. Il trouve que celui de Paris est très très beau le 14 juillet, et il en a fait un à Washington c'est bon. On va être sympa, on va dire, qui n'était pas très esthétique, pour le moins. Là, on a un sentiment de puissance, et puis surtout ici, certains se sont inquiétés du matériel présenté par les Chinois. Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose d'important de ce point de vue-là? Alors, déjà, je suis pas du tout un spécialiste militaire. J'ai juste lu les commentaires de 2-3 personnes sur le défilé. Par exemple, il y a un analyste que je suis un peu américain sur les questions militaires qui s'appelle Sam Rogovin, qui est dans un think tank très connu sur ces questions, qui lui pense que, d'après ce qu'il a vu par rapport à la parade, la Chine est désormais en tête mondiale, c'est son expression, en tête mondiale en termes d'innovation, en termes de technologie militaire. Donc voilà, j'exprime pas de jugement là-dessus, je rapporte juste ce qu'il a dit. Je sais aussi, et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais il y a pas mal de chiffres concrets où la Chine est la première, qui montrent que la Chine est dorénavant sûrement la première puissance militaire mondiale. Déjà le nombre de soldats, ils en ont beaucoup plus que n'importe quel pays au monde. La Chine a la première marine mondiale, de très loin maintenant, marine militaire. Ils ont dépassé les États-Unis déjà en 2015, donc ça fait 10 ans. Ça, je crois que c'est un fait qui est assez ignoré en fait, mais c'est très important. Ils sont les premiers en nombre de chars, nombre de missiles hypersoniques, nombre de drones, capacité de production militaire. Donc, ouais, je pense qu'on est dans un monde où maintenant la Chine est la première puissance militaire mondiale. Mais contrairement aux États-Unis, presque 100% de leur puissance militaire est concentrée en Chine en fait, sur la défense de leur territoire. Ils vont pas construire des bases de par le monde pour projeter leur puissance aux quatre coins de la planète. Et je pense qu'ils le feront jamais. Ils ont juste une seule base à l'étranger, à Djibouti, contre le piratisme. Comme la plupart des grands pays, je crois. Nous, la France, on a une base aussi là-bas. Les États-Unis en ont. Je crois que la Russie aussi. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout. Donc, et puis, moi, je pense que ça vaut le coup de rappeler aussi pourquoi cette parade, parce que c'est
c'est pas seulement pour faire une démonstration de sa puissance et pour faire peur au monde. Je crois qu'en fait, l'aspect le plus important est domestique pour le peuple chinois. Il faut se rappeler à quel point pour la Chine, la mémoire du siècle d'humiliation, comme ils l'appellent, est absolument fondatrice de leur narratif historique. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que la légitimité du Parti communiste chinois, c'est le succès économique. Si jamais l'engin économique chinois s'arrête, ils vont plus avoir de légitimité et tout. Ça, c'est plus ou moins complètement faux. Leur légitimité ne provient pas de là, mais provient justement d'avoir sorti la Chine du siècle d'humiliation. Parce que, alors on se rappelle, pendant plus d'un siècle, en fait, la Chine avait été colonisée. L'Occident pouvait avoir un diktat par rapport à la Chine. Ils avaient aucune puissance. On pouvait leur dire de faire, d'agir selon nos intérêts et pas les leurs. Et du point de vue du peuple chinois, le Royaume-Uni leur a imposé quand même 2 guerres de l'opium. C'est assez incroyable. Et c'est pas très enseigné ici. On comprend rien aux relations Occident-Chine si on connaît pas c'est très important que tu parles de ce siècle d'humiliation, parce que la Chine avant était une des grandes puissances mondiales, et puis tout à coup était reléguée à rien. Quand même, dans l'histoire, je vois pas d'autres exemples où une grande puissance force une autre puissance à consommer de la drogue. Force à consommer de la drogue. On parle tout le temps des cartels aujourd'hui, des cartels de drogue sud-américains. Mais à l'époque, effectivement, la situation, c'était que le plus grand cartel, en fait, c'était les Britanniques qui dealaient de l'opium. Et ce cartel a forcé la Chine, en faisant effectivement 2 guerres pour ça, à acheter leur opium. À acheter leur opium et ils ont massivement rendu le peuple chinois addict à l'opium à cause de ça, en les forçant à acheter et consommer leur opium. Donc voilà, c'est quand même dingue quand on y pense. C'est comme je sais pas quel cartel est très connu aux États-Unis. En ce moment, on parle de ce cartel vénézuélien, par exemple. C'est comme si eux, ils faisaient la guerre aux États-Unis et puis ils forçaient les Américains à acheter de la cocaïne en masse. Parce que les États-Unis auraient perdu une guerre contre eux, quoi. C'est un peu ce parallèle. C'est assez dingue. Oui, c'est très intéressant, Arnaud, ce que tu dis, parce que c'est vraiment pas connu ici, et l'importance de ces siècles d'humiliation, du rapport à l'histoire et du retour de la fierté des Chinois. Les quelques Chinois que je rencontre, oui, ils sont fiers de leur pays, de leur succès technologique, de ce qu'ils font dans l'espace. Et je crois que c'est pas très bien perçu ici. Et d'ailleurs, à ce titre-là, comment a été reçu en Chine, ce qui pour moi aurait été un affront si j'étais chinois, ne parlons pas si j'étais au gouvernement chinois, les propos de Kaja Kallas, qui n'est quand même pas rien, puisqu'elle est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, d'une certaine manière. Elle a fait une déclaration, mais qu'est-ce que c'est que ces Russes et ces Chinois qui vont à un défilé sur la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la victoire? C'est vraiment ridicule. Elle dit que c'est du révisionnisme historique. Alors là, c'était vraiment... elle considère que la participation de la Chine à la Deuxième Guerre mondiale est du révisionnisme historique. Soit elle est absolument nulle en histoire, mais violemment nulle, ainsi que tous ses collaborateurs, parce qu'elle est quand même ministre, c'est pas rien. Ou alors c'est une provocation brutale et gratuite. Comment ça a été reçu? Très mal. Parce que ce qu'elle a dit exactement, c'est encore plus rigolo, puisqu'elle avait dit que le fait que la Chine et la Russie fassent partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'était la propagande russo-chinoise pour, je la cite, les gens qui ne lisent pas et ne connaissent pas l'histoire.
Ce qui est quand même assez ironique. C'est vrai que oui, tu as raison de préciser que c'est encore plus délirant que ce que j'ai formulé. C'est complètement dingue. Oui, Ouais, non, c'est complètement dingue. Alors que déjà pour la Chine, la Seconde Guerre mondiale a duré beaucoup plus longtemps que pour nous en Europe, puisqu'elle a commencé en 1931 avec ce qu'on a appelé l'incident de Mukden, qui était les Japonais ont fait exploser un train dans le nord-est de la Chine, en Mandchourie, en faisant croire que c'était les Chinois pour justifier une invasion de la Mandchourie. Donc c'est pour les Chinois, ils parlent pas de 39-45, ils parlent de 31-45. Et ils ont quand même eu 20 millions de morts. C'est le deuxième pays avec le plus de morts après la Russie. Donc c'était un traumatisme immense pour les Chinois. Et la façon dont ils ont répondu à Kaja Kallas, et c'est très rare d'entendre ça de la part d'officiels chinois, ils ont dit en gros que c'était une idiote. Donc pas en ces termes, ils ont dit que sa déclaration était, là je les cite, était pleine de préjugés idéologiques et manque de bon sens historique élémentaire, et que ça attisait de manière flagrante la rivalité et la confrontation, que c'était irrespectueux envers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et que cela porte atteinte aux propres intérêts de l'UE. C'est absurde et irresponsable. Voilà comment ils auraient répondu. Donc c'est des mots de la bouche des Chinois qui sont en général assez modérés, c'est des mots très forts. Mais ils ont raison, c'est absurde. Et surtout que c'était nos alliés. C'était les alliés des Américains, de nous Français, enfin la France libre de Gaulle, des Britanniques dans la Seconde Guerre mondiale. On s'est battu à leur côté, on s'est battu à côté des Russes. Donc c'est quand même absolument dingue d'oublier ça, quoi. Parce qu'elle a réussi l'exploit aussi d'insulter Taïwan, parce que parce que le Kuomintang combattait également les Japonais, et eux-mêmes, c'est important à Taïwan. Donc c'est quand même. Alors, en dehors du fait que c'est insultant et une bouffonnerie telle que les bras en tombent et que l'Union européenne apparaît encore plus ridicule, est-ce que c'est caractéristique d'une forme de mise à l'écart en fait de l'Europe, et est-ce que quelque part en Chine on perçoit l'Europe comme une sorte de puissance géopolitique qui n'est plus et qui se détache un peu, enfin qui se met quasiment en parenthèse du monde, et que les choses se passent ailleurs, et principalement en Asie? Oui, complètement. Je pense pas qu'en Chine, hein. Je pense que le monde entier maintenant voit l'Europe comme ça. Il voit l'Europe comme malheureusement une puissance qui n'en est pas, qui ne suit que les États-Unis, qui est un vassal faible. Et tout ce que dit et fait l'Europe ne fait que renforcer cette impression. Par exemple, le sommet, la capitulation von der Leyen qu'elle a eu avec Trump à son cours de golf en Écosse, c'est caractéristique de ça, quoi. Ils sont complètement pliés aux demandes de Trump, en obtenant zéro concession pour les Européens, et en capitulant sur tout ce que Trump demandait. Alors que voilà, les Chinois, quand Trump a fait en fait plus ou moins la même chose à la Chine, qu'il a mis son coup de pression, ils ont répondu de façon beaucoup plus souveraine, où ils ont défendu leurs intérêts, ils ont mis en place des tarifs douaniers du même niveau que les États-Unis. Ils se sont défendus. Donc je pense que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'Europe est si soumise dorénavant aux États-Unis, pourquoi on devient en fait de fait une forme
de colonies américaines exploitées par les États-Unis. Et en Chine, on entend souvent ce parallèle. On compare souvent l'Europe à la dernière dynastie chinoise, la dynastie Qing, qui était justement cette dynastie du siècle de l'humiliation, où de par leur faiblesse, ils ont été obligés de capituler aux demandes des Européens. Mais même, je crois qu'il y a une dimension encore pire dans ce que fait l'Europe aujourd'hui, puisque même à l'époque, la dynastie Qing, ils étaient faibles et ils étaient obligés de capituler, mais ils se mentaient pas à eux-mêmes par rapport à ça. Ils disaient, bah oui, il y a eu des guerres de l'opium, on les a perdues. Malheureusement, on doit capituler, on n'a pas d'autre choix. Mais il faut qu'on sorte de cette situation, tandis que je pense que le pire aspect aujourd'hui en Europe, c'est ce déni autour de ce qui se passe, où non seulement on capitule, on est faible, et on se plie systématiquement aux demandes des États-Unis, on devient une forme de colonie, mais on n'admet même pas que c'est le cas, et on entend des déclarations incroyables comme celle de von der Leyen ou Mark Rutte, le chef de l'OTAN, qui appelle Trump papa. Enfin, ouais, c'est un peu fou. Donc, pendant ce temps, la guerre en Ukraine continue, fait rage. L'économie russe ne s'effondre pas. Les sanctions les sanctions secondaires voulues par des sénateurs et des congressmen américains, en particulier Lindsey Graham et Blumenthal, qui ont imposé ce programme en fait à Donald Trump, se sont cassés les dents sur la Chine et l'Inde, et sur le Brésil aussi, donc sur les pays BRICS. Ça même, on a vu, c'était renforcer les coopérations, même si tout n'est pas rose, hein, mais entre la Chine, tu l'as dit, et l'Inde, entre la Chine et le Brésil, entre le Brésil et l'Inde, enfin, ça a plutôt renforcé les BRICS. Ouais. Et donc la Russie, l'Inde, le lendemain des sanctions, Modi, très agacé, a pris Poutine dans ses bras et a signé pour 20% d'achat de pétrole de plus l'année prochaine. Bon, c'est un immense... allez vous faire voir aux Américains. Mais pendant ce temps, comme tu l'as dit, les Européens, eux, ont accepté une capitulation sans condition. Ouais. Et ils sont retournés voir... Et juste sur ça, c'est un exemple parfait de ce qui aurait pu être fait par l'Europe, en fait, quand tu regardes. L'Inde n'est pas plus puissante que l'Europe. Elle est même beaucoup moins puissante que l'Europe réunie. Donc pourquoi nous, face aux sanctions et aux tarifs douaniers de Trump, on n'aurait pas pu aller vers la Chine, aller vers l'Inde, peut-être même, soyons fous, aller vers la Russie et jouer ce rôle de balancier, les faire jouer l'un contre l'autre, quoi, en disant bah on a des options, alors que en fait le message qu'on envoie à Trump en termes de technique de négociation, c'est le pire message, c'est le message le moins stratégique qu'on puisse offrir, qui est en gros, on n'a pas d'option, on est coincé. À chaque fois que von der Leyen ou les officiels européens parlent à la Chine, c'est tout le temps extrêmement hostile. Donc ça affiche le message par rapport aux États-Unis qu'on va pas, quoi qu'il se passe, on va pas avoir de relations plus cordiales avec la Chine. Donc tout le message qu'on leur envoie, c'est vous êtes notre seule option. Ce qui veut dire en termes de stratégie de négociation, c'est on peut dicter les termes qu'on veut puisqu'on est leur seule option, quoi. Ce qui est vraiment pas malin. Donc, excuse-moi, je t'avais coupé. Non, j'ai justement posé la question sur la perception, parce qu'en plus là-dessus se rajoute le fait que les Européens, enfin les leaders européens, en particulier Macron, Starmer, Merz, Kaja Kallas, von der Leyen, veulent la continuation de la guerre en Ukraine, avec pas tellement de moyens pour aider les Ukrainiens, donc qui meurent un peu en masse, et se dirigent vers une défaite stratégique, et avec eux l'UE et l'OTAN.
Ils sont allés voir Donald Trump pour que Donald Trump fasse plus de sanctions contre la Russie, et il leur dit, eh ben, vous allez faire des sanctions secondaires qui ont raté du côté américain contre l'Inde et la Chine. Vous allez les taxer à 100% s'ils continuent à acheter du pétrole et des hydrocarbures et des matières premières à la Russie. Et comment c'est perçu ça? Parce que du côté chinois, ou bon, j'imagine indien aussi, mais tu vois plus du côté chinois. Du côté chinois, par quel levier magique l'Europe pourrait imposer des sanctions de 100% à la Chine? Je vois même pas où c'est faisable. Oui, en l'occurrence, je pense que c'est un non-choix que Trump propose, parce que ça serait la ruine économique de l'Europe encore plus que c'est déjà le cas. Je suspecte qu'il propose pas ça sérieusement. Il sait très bien que ça va être refusé, et c'est pour ça qu'il le fait. Et de toute façon, je pense pas que ça résoudrait le problème. Je vois pas en quoi encore des sanctions supplémentaires. Après, je sais pas combien de volets de sanctions il y a déjà eu. Je crois qu'on est au volet 17 ou 18. Je vois pas en quoi la Russie serait plus contrainte par le volet 19 qu'elle n'était par les 18 volets précédents. Donc, ouais, je pense que c'est plus une façon pour Trump de dire que non, il va pas lui-même mettre des sanctions supplémentaires, quoi, pour justifier ça. Et je pense que Trump, en fait, néanmoins, il y a des gens en Europe qui disent si, il faut. On a même un candidat putatif de la gauche ici en France, Raphaël Glucksmann, qui lui est très très opposé à la Chine. Il n'arrête pas de parler des Ouïghours, et du génocide des Ouïghours et du massacre des Ouïghours. Et bon, on attend toujours les images et les preuves, mais et en plus, il dit qu'il faut absolument sanctionner. Qu'est-ce qui pourrait se passer du côté de la Chine si à un moment ils en avaient marre? Alors, bon, qu'on leur explique comment il faut vivre et gouverner leur pays, et qu'on parle comme ça ouvertement de sanctionner la Chine. Est-ce qu'ils ont un moyen de frappe économique? Oui, on l'a très bien vu avec ce qui s'est passé avec Trump. Ce qu'ils feraient et ce qu'ils font généralement, c'est de la rétaliation à même niveau. Donc, si nous on leur met des sanctions de 100%, ils vont nous mettre des sanctions de 100%, tout simplement. Et si on commence à restreindre, je sais pas, certains exports stratégiques qu'on a vers eux, ils vont restreindre certains exports stratégiques que eux ils ont vers nous, comme ils l'ont fait avec tout ce qui était terres rares aux États-Unis. Donc voilà, c'est ce à quoi il faudrait s'attendre. Juste pour ce qui est de rhétorique, les Chinois malheureusement ils ont l'habitude de la rhétorique très très belliciste et très hostile à leur égard de la part des Européens. Et en général, la rhétorique, ils répondent aussi par de la rhétorique en disant voilà, mais c'est pas leur style de répondre à de la rhétorique par des actions. C'est plus, ils sont vraiment dans la rétaliation à part égale. Mais pour revenir au sujet de la stratégie européenne, ça nous mettrait encore en fait plus dans le trou et plus dans une situation de dépendance aux États-Unis. Puisque et on le voit très bien avec le deal que von der Leyen a fait avec Trump. Il joue là-dessus en fait. Il dit en gros, vous voulez continuer votre approche très belliciste par rapport à la Russie, très bien, mais vous allez payer cher pour ça, en nous forçant à acheter encore plus d'armes aux États-Unis, ce qui renforce notre dépendance et par conséquent nous rend en fait paradoxalement plus faibles géopolitiquement. Donc, ce qui est un non-sens absolu. Et avec la Russie, on est clairement dans une forme de ce qu'on appelle security dilemma en relations internationales, où les deux côtés en fait se paranoïsent par rapport aux intentions de l'autre, réagissent hostilement, ce qui crée des réactions hostiles de l'autre côté, et c'est l'escalade.
Et la solution pour ça, c'est pas plus d'hostilité, mais du dialogue. Et on s'est mis en fait dans la situation absurde où nous, Européens, ne parlons à Poutine que par l'intermédiaire d'un Trump qui lui-même nous est largement hostile. Donc on est en train de se mettre dans une espèce de trou et on est en train de creuser. On va vraiment dans la mauvaise direction à tous les niveaux. Et à ce titre, on en voit les effets. Alors quand tu parlais de rétaliation de la part de la Chine, ça pourrait être par exemple sur les médicaments, puisque la crise de la Covid n'a absolument rien changé ici. On achète toujours 75-80% de nos produits pharmaceutiques à la Chine et à l'Inde, que ce soit les médicaments ou les composés des médicaments. Alors toi qui es français, qui connaît très bien la Chine, qui vit en Asie, qui te déplace énormément en Asie, mais qui revient régulièrement en France également, tu as un œil assez acéré pour voir les écarts qui se font maintenant dans les niveaux de vie. Peut-être tu peux nous en dire un mot sur... Parce qu'une de tes expertises aussi, tu as été avant dans l'hôtellerie, tu connais très très bien l'industrie du tourisme, tout ce qui est restauration. Et tu me disais que les écarts maintenant de niveau de vie, de luxe, peut-être même dans les infrastructures, sont de plus en plus marqués entre la France et la Chine. Ouais, j'ai passé tout mon été en France, d'ailleurs on s'est vu. Et je voyageais aussi énormément en Chine, et évidemment habité là-bas pendant 8 ans. Donc voilà, je peux comparer certaines choses. En général, je dirais que la qualité de vie en Chine, à bien des égards, est maintenant au moins égale, si pas supérieure à celle de la France. Déjà, tout ce qui est service et vie de tous les jours, c'est la vie en Chine est quand même incroyablement plus pratique. Donc, ne serait-ce que pour, je sais pas, pour faire la moindre chose, commander un plombier, par exemple, ça, c'est en 10 minutes, 20 minutes, on a quelqu'un chez soi qui arrive, qui fait les réparations. Pour les infrastructures sont tellement bonnes que commander n'importe quoi sur Internet, ça arrive presque immédiatement. Donc il y a cet aspect efficacité de la vie en Chine qui est vraiment incroyable par rapport à la France. La santé aussi, c'est aussi efficace. Ouais, alors la santé, j'ai beaucoup parlé du modèle de santé chinois qui est absolument fascinant. Qui est très très différent du modèle de santé français, puisque là en Chine c'est du tout hôpital. Donc les généralistes n'existent pas. Dès que tu as un problème, tu vas à l'hôpital directement pour voir un spécialiste. Donc mettons que je sais pas, t'as mal au cœur, tu vas direct voir un cardiologue ou enfin voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vu qu'en Chine il y a tellement de gens, pour éviter l'engorgement des hôpitaux, chaque visite chez le médecin prend environ 2 à 3 minutes. Donc quand tu vois le docteur, tu vas pas commencer comme en France à parler de ta famille, de tes comment va la maman, comment va tout ça. Il y a rien de tout ça. C'est droit au but. Qu'est-ce que vous avez? Bon, je comprends. Et puis il te donne direct des tests à faire que tu fais dans le même hôpital. Donc typiquement, disons t'as mal au cœur, tu vas voir un cardiologue. Il dit ok, vous allez faire ces tests. Tu vas direct faire des tests sanguins, peut-être un IRM et tout. Tu fais tout dans la foulée. Donc tu peux tout faire dans la même matinée. Tu fais les tests, tu reviens le voir et il arrive à une conclusion tout dans la même matinée. Donc c'est d'une efficacité dingue. Mais au niveau de la qualité du service, évidemment, quand on est habitué à la politesse française, à passer vraiment beaucoup de temps avec son médecin, il y a rien de tout ça. On a l'impression d'être à l'usine en fait. Mais moi, je préfère ça parce qu'au final, je pense que c'est
d'un point de vue d'un patient, je préfère avoir une réponse directe au problème de santé que j'ai éventuellement, plutôt que le parcours français. Si j'ai mal au cœur, je vais voir mon généraliste, il prend un rendez-vous avec un spécialiste, ça prend des semaines. Pour les tests, encore que le Oui, spécialiste parce que c'est ça recommande, le ça peut problème en prendre des France. semaines encore. Tu retournes voir le spécialiste. Voilà, ouais, ouais. Donc, en fait, c'est l'équation. Tu perds le service, mais tu gagnes en efficacité, quoi. Et les prix sont incroyablement peu chers en Chine. Donc, un rendez-vous avec un spécialiste, ça va te coûter peut-être l'équivalent de 1 à 2 euros, quoi. Et n'importe quel test sanguin, c'est un dixième, un vingtième des prix français, quoi. Donc, et ils sont très très bons aussi. Ils sont vraiment en termes d'avancée médicale, ils sont vraiment à la pointe. Peut-être même plus que les Français au niveau des Américains, je dirais. Ah oui, c'est incroyable. Et tu disais côté restauration, ce genre de choses. Ouais, alors j'ai fait un post là-dessus parce que j'étais un peu déprimé quand je voyageais en France cet été. Euh, Déjà, on voit, je suis allé dans pas mal de villes de province, style Amiens par exemple, ou Avignon, enfin des villes comme ça, et on voit vraiment l'effet physique de l'approvisionnement de la France sur les villes, beaucoup de commerces fermés, peu de gens dans les rues, enfin ça m'a pas mal frappé. Et je pense que c'est assez spécifique à la France parce qu'ensuite je suis allé en Belgique et en Hollande et il y avait rien de tout ça. Au contraire, c'était assez vibrant en fait comme atmosphère où voilà, tous les commerces de quartier étaient ouverts. On sentait vraiment une activité économique forte, quoi. Tandis qu'en France, ça paraissait vraiment déprimé. Et puis au niveau des restaurants, ouais, ce qui m'a frappé en France, c'est les prix, quoi. On arrive à des prix fous quand tu calcules par rapport au revenu moyen d'un Français. Je crois que le revenu médian de Français, on est autour de 2000 euros, quelque chose comme ça. Et maintenant, les plats dans les restaurants, enfin, c'est quand tu prends un menu, t'es je sais pas, autour de 25-30 euros, quoi. Donc c'est assez logique qu'il y ait assez peu de gens qui peuvent se payer un restaurant. Et surtout, souvent, c'est même pas de la nourriture vraiment de qualité. On a eu pas mal de trucs qui étaient de façon évidente du surgelé, qui était pas cuisiné frais. Donc c'est très très différent de ce qu'on a en Chine, où les prix des restaurants restent très très peu chers. Il y a une concurrence immense. Shanghai, c'est la ville au monde avec la densité de restaurants la plus forte. Tout est cuit sur place, tout est frais. Voilà, pour le prix d'un plat en France, tu peux avoir un festin absolu dans un restaurant en Chine. Donc, évidemment, c'est un peu déprimant l'expérience restaurant quand tu habites en Asie et que tu rentres en France. Ouais, c'est assez terrible la comparaison. On est, elle montre clairement qu'on est en déconfiture économique. Bon, ce qui évidemment se voit socialement et se voit politiquement. Tu parlais aussi de l'ampleur de l'électrification et que là aussi on a un décalage apparemment de plus en plus marqué en fait entre la Chine et la France. Ouais, bah la Chine, ils sont vraiment dans l'électrification de toute leur économie. Où tout le monde sait entendu parler des voitures électriques en Chine, où maintenant tu te balades dans n'importe quelle ville en Chine, c'est une immense majorité de voitures électriques. Tout devient électrique en fait. Il y a de moins en moins d'énergie fossile. Enfin,
il y a encore beaucoup de charbon pour générer de l'électrique justement, mais dans la vie de tous les jours, on voit de moins en moins d'énergie fossile, quoi. Et, euh, et les échelles de grandeur sont absolument dingues. Donc, par exemple, ils sont en train d'ouvrir un nouveau barrage au Tibet qui va faire 3 fois la capacité en génération électrique du fameux barrage des Trois Gorges, qui est déjà le plus gros barrage du monde. Et ce barrage seul, je crois, j'avais calculé, générera plus de capacité électrique en lui seul que toute la consommation électrique française. Donc voilà, il se prépare pour un monde où il faudra une puissance d'énergie électrique absolument faramineuse. Le monde de l'intelligence artificielle, le monde des robots, ils bossent énormément sur la robotique. Plein d'applications qui vont avoir besoin d'une génération en électricité phénoménale, et ils se préparent clairement pour ce monde-là. Tandis que nous, en Europe, on est vraiment à la traîne, et je pense que c'est assez inquiétant du point de vue européen, parce que ça veut dire que technologiquement, on va être en retard, et ça compte quand même beaucoup, la technologie, pour tout ce qui est des questions de puissance, des questions économiques. Les Chinois vont avoir un avantage majeur. Mettons, si par exemple, en termes de robotique, ils arrivent à un stade où non seulement parce qu'ils ont des boîtes de robots, mais aussi parce qu'ils ont toute cette électricité, ils arrivent à remplacer les travailleurs dans leur usine par des robots de façon massive, même des robots humanoïdes, comme ils sont en train d'en construire et comme ils en ont déjà dans des usines. Ça veut dire forcément qu'ils vont pouvoir construire pour bien moins cher. Et puis nous, de notre côté, on n'aura pas ça, et forcément c'est un désavantage économique, et qu'on aime ça ou pas, ça compte quand même. Il faut être réaliste. Waouh, c'est vraiment sidérant, et surtout quand on repense à ce qui a fait la puissance de l'Occident au tournant du XVIIIe siècle, c'est justement l'industrie, parce que en gros, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les puissances sont plus ou moins équivalentes. Les différences sont dans les coutumes, les costumes, mais tout est assez basé sur l'agriculture et quelques manufactures. L'Inde, la Chine, l'Europe sont assez proches en fait technologiquement, mais c'est le bond technologique industriel de la révolution industrielle qui va faire que d'un coup la Chine et l'Inde, civilisation millénaire, vont être écrabouillées et militairement et économiquement, et envahies en un temps très court. Or, j'ai l'impression que c'est un peu le retour de bâton. Tu vois, par exemple, je vais te demander si c'est vrai, parce que j'ai vu qu'il y a des... Alors, je sais... En fait, il y a tellement d'informations tech qui arrivent de Chine que, bon, c'est quasi impossible à traiter, juste l'information. Et certaines choses sont tellement incroyables qu'on se demande si c'est pas de la magie ou si c'est pas faux. Donc là, j'ai lu que il y a des chercheurs de l'université de Zhejiang, je prononce sûrement extrêmement mal, qui ont annoncé avoir qui auraient développé quelque chose qui s'appelle Bone Os, en anglais 02, qui est un gel inspiré des huîtres qui répare les fractures en 2-3 minutes, et qui aurait été déjà testé sur 150 patients. Et, je ne sais pas si c'est vrai. Là, c'est sci-fi, franchement. Mais par contre, ce qui est vrai, ce que j'ai vu quand tu parlais de robotisation, c'est le développement relativement rapide maintenant aussi des robots agricoles. Ouais, c'est carrément les robots qui font tout. Les tracteurs n'ont même plus de cabine passager. Si on regarde dans le domaine agricole, en fait, les paysans chinois sont maintenant ultra tech à un point. Je viens de la Drôme, en France, où j'ai passé beaucoup de temps. C'est un des départements les plus un des départements les plus ruraux français.
tous mes voisins sont paysans, donc j'en discutais un peu avec eux cet été. Et je leur décrivais un peu comment ça se passait les choses en Chine. Ils hallucinent, quoi. Donc par exemple, maintenant il y a une utilisation systématique des drones dans les champs. Donc il y a des drones agricoles que les paysans utilisent un peu comme les grands paysans en France peuvent utiliser certains des hélicoptères des fois pour ensemencer les champs ou mettre du produit sur les cultures et tout. Maintenant, ils utilisent des drones de façon presque systématique pour tout ça, ce qui est beaucoup plus efficace. Comme tu dis, ils ont des tracteurs sans pilote qui font tout automatiquement. Donc voilà, ça devient très tech. Et aussi, évidemment, ils font pas ça pour rien. Ils font ça parce que ça donne un avantage en termes de productivité, en termes de coûts. Et c'est bien pour eux, pour leur population qui arrive à se nourrir moins cher, mais aussi pour leurs exportations. Ils exportent beaucoup, les Chinois, je crois que même la plupart de nos tomates en France maintenant viennent de Chine. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Je disais dire qu'il y a encore 40 ans, la Chine avait de lourds problèmes de pauvreté. C'est assez c'est impressionnant. Alors, peut-être pour clore, parce que ça fait... Le temps passe très très vite avec toi. Toujours très agréable. Toi, tu avais pour clore, parce qu'il y a eu des événements qui sont passés au Népal. On n'a pas... Ici, on a surtout vu la violence, le palais présidentiel qui brûle, les hauts fonctionnaires battus ou tués, brûlés. Bon, et toi, tu récuses de l'idée que ça serait une révolution de couleur. C'est très intéressant. Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, donc ça a été un petit débat sur Twitter parce que malheureusement, il y a certains groupes de personnes qui systématiquement, dès qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui se passe, forcément, c'est la CIA derrière, sans vraiment chercher à regarder plus loin. Alors que personnellement, j'ai vécu au Népal, je connais bien le pays et j'ai regardé ça en détail et je pense pas du tout que ce soit une révolution de couleur. Je pense que c'est en fait la population qui en avait marre parce que c'est un pays où il y a beaucoup de corruption. Et où notamment les gens se plaignaient beaucoup et de plus en plus sur les réseaux sociaux autour du népotisme des politiciens népalais ou sur des salaires de $150 par mois officiels sur les comptes réseaux sociaux de leurs enfants. On les voyait qui faisaient des voyages super luxueux en Europe et tout. Forcément, ça les énerve un peu, les Népalais, ce qui est compréhensible. Et voyant cette tendance, enfin toute cette discussion en ligne, du jour au lendemain, le gouvernement a décidé d'interdire les 26 sites internet majeurs, réseaux sociaux majeurs, donc voilà, Facebook, Instagram et tout. Et la population a massivement vu ça comme une tentative de la museler, quoi, de faire en sorte d'arrêter la diffusion de tout ça, ce qui est compréhensible. Et tout de suite après le blocage des sites, ils sont allés dans la rue et c'est là où cette révolution s'est passée. Aussi une des raisons, donc c'est ça en fait la vraie cause de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui pointent le fait qu'il y ait quelques agences américaines comme le National Endowment for Democracy ou USAID finançaient certaines initiatives, mais en fait quand tu regardes, ils finançaient en fait beaucoup plus le côté gouvernement que le côté protesteur. Donc j'avais regardé par exemple pour le National Endowment for Democracy,
Je crois qu'en tout, sur l'année dernière, ils avaient donné 85 000 dollars plus ou moins à ce qui pourrait être considéré comme le côté des protesteurs, donc des initiatives pour l'engagement des jeunes, tout ça. Et ils avaient donné au moins 6 fois ça aux partis, aux politiciens existants. Donc ça veut dire que quand on regarde au niveau de l'argent, en fait, tu peux en fait même plus dire que les États-Unis finançaient plus ou corrompaient même les élites et les politiciens en place que essayer de fomenter une révolution de couleur. Et puis il y a aussi le fait que le gouvernement qui était en place n'était pas anti-américain du tout. Au contraire, ils avaient en outre rencontré des officiers américains pour mettre en place des projets stratégiques américains au Népal. Donc il y avait pas vraiment de sujet où les États-Unis étaient face à un gouvernement qui leur était hostile. Et en fait, on peut même dire que la nouvelle première ministre qui est en place est peut-être plus hostile aux intérêts américains. Enfin, quand on regarde son profil, c'est une vieille grand-mère de 73 ans qui a aucun lien avec les États-Unis ou l'Occident, qui est une vraie révolutionnaire. Donc, elle est allée en prison pour avoir fait la révolution contre la monarchie népalaise. Son mari aussi est allé en prison parce que c'est un ancien terroriste qui avait fait qui avait volé un avion à l'époque à l'Inde, enfin toute une histoire rocambolesque. Donc voilà, c'est vraiment pas le profil du genre de leader qu'on a après une révolution de couleur poussée par ouais. Donc voilà, quand tu mets tout ça, cette théorie de la révolution de couleur fait aucun sens. Je pense que c'était tout simplement. Est-ce que ça ferait pas plutôt même un rapprochement avec la Chine? Comment? Est-ce que les nouveaux leaders, donc si je comprends bien, et c'était une ancienne membre des guérillas maoïstes du Népal, est-ce que ça rapproche le Népal de la Chine plutôt justement d'ailleurs? Je pense pas forcément, non. C'est parce qu'en fait, quand on regarde son historique, elle est assez proche de l'Inde aussi. Elle a étudié en Inde, donc je pense qu'en fait, ce sera plus ou moins neutre en termes géopolitiques. Elle sera. Il y a personne qui gagne clairement, ni la Chine, l'Inde peut-être légèrement. Les États-Unis, c'est pas clair. Donc ouais, à ce niveau-là, je pense pas. Et puis avec la Chine, le truc très compliqué avec le Népal, c'est les infrastructures, quoi, parce qu'il y a quand même des montagnes de 8000 km de haut entre les deux pays, ce qui est pas facile. Il y a des petites routes, mais il y a rien de il n'y a pas d'infrastructure majeure, hein. Ce qui fait que le Népal, en fait, est presque entièrement dépendant de l'Inde. Et on l'avait vu. Moi, j'y étais pendant le tremblement de terre en 2015. Et juste après le tremblement de terre, l'Inde, pour des raisons qui n'étaient pas liées au tremblement de terre, à cause d'un changement de constitution par le Népal, ils avaient imposé un blocus au Népal parce que tout ce dont ils ont besoin vient d'Inde. Et le pays était complètement paralysé à cause de ça. Donc, ce qui montre bien que, en fait, ce qui compte vraiment pour le pays qui a vraiment mainmise sur le Népal, c'est beaucoup plus l'Inde que la Chine. Il y a éventuellement un projet de réseau ferroviaire entre la Chine et le Népal qui arrivera un jour, mais pour l'instant, ils sont de par leur situation géographique, beaucoup plus liés à l'Inde. Très très intéressant. Donc c'est du népalais et les choses surviennent dans les pays aussi parce qu'il y a des dynamiques internes au pays. En tout cas, merci pour cet éclairage, c'est très intéressant et ça permet un peu de sortir. On critique déjà suffisamment assez les États-Unis qui le méritent bien. En même temps, c'est pas comme s'ils n'organisaient pas des coups d'État régulièrement ici et là. Bien sûr. Pour pas leur rajouter en plus des choses où ils sont pas responsables. Bon, voilà, et puis aussi, je pense que c'est aussi pas respectueux par rapport aux Népalais eux-mêmes parce que ça veut dire que ces pauvres jeunes, il y en a quand même 59 qui sont morts. Ils seraient morts juste pour défendre je sais pas quel intérêt américain.
c'est pas très. Si c'est pas vrai, et je pense que c'est pas vrai, c'est quand même vraiment très non respectueux par rapport à eux. Eh bien, merci Arnaud pour tes analyses. On a un emploi du temps chargé aujourd'hui. Je saluerai de ta part qui de droit. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'oubliez pas de liker si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'imagine que c'est le cas pour nombre d'entre vous. De commenter, c'est intéressant pour nous. Ça permet d'améliorer le référencement. Vous pouvez évidemment vous abonner sur la chaîne YouTube, mais aussi sur nos fils, sur nos autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram ou Telegram. On est en train de développer notre TikTok et notre Telegram. Ça nous permet d'être indépendants et de ne pas dépendre d'une seule puissance parce que des fois les robinets sont fermés. Hein, voilà. Donc même si YouTube se porte très très bien. Et puis je vous rappelle que nous avons ouvert la semaine dernière un portail média où vous trouverez des articles. Je pense qu'on essaye de faire un effort pour que ce soit des analyses un peu différentes de celles que vous pouvez lire dans les médias habituels français. Voilà, vous pouvez y aller. C'est sur le site de Fréquence Populaire, www.fpop.media, sans accent sur le E. C'est gratuit, on a décidé de ne pas faire de publicité et ça dépend juste de votre... vous avez juste à rentrer votre email et tout le site vous est ouvert. Par contre, vous pouvez nous aider, mais là, c'est selon votre bon cœur. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous très bientôt, cher Arnaud, pour continuer à avoir tes lumières et tes éclairages sur finalement ce monde assez peu connu en France, cet immense morceau de notre humanité et de la planète qui est l'Asie et la Chine spécifiquement. Merci à toi. Merci.